Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à cette table ronde sur le ferroviaire. Alors avant de laisser la parole aux intervenants, je voulais simplement très rapidement donc remercier les organisateurs qui ont rendu possible ces 2 jours de débat. Remercier aussi les intervenants qui vont prendre la parole et partager avec nous leur expertise et leur analyse et remercier aussi, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, pour discuter des enjeux liés au ferroviaire et à sa nécessaire relance, développement, j'ai envie de dire, je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que c'est un vecteur indispensable de la transition écologique dans le secteur des transports. J'ai le plaisir d'avoir avec moi monsieur le député Jean-Marc Zulesi. Donc, vous êtes député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et vous êtes très Merci pour investi sur l'invitation. questions, enchanté, très investi sur les questions de transport, puisque vous êtes responsable mobilité La République En Marche et que vous avez été responsable de textes dans le cadre de la LOM, et notamment sur les enjeux d'innovation et de mobilité propre. Aussi avec nous, donc, Alain Quinet, vous êtes directeur général exécutif stratégie et affaires corporate à SNCF Réseau. Enchanté. Adrien Hainaut, vous êtes chef de projet investissement climat à I4CE, qui est donc l'Institut pour l'économie du climat. Aurélien Barbet, vous êtes délégué général GNTC, donc Groupement national des transports combinés, et vous êtes aussi membre de 4F, qui est donc le groupe, le groupe pour le fret ferroviaire français du futur, excusez-moi. Et enfin, pour la dernière personne, Thomas Lespérier, vous êtes coordinateur du réseau transport et mobilité durable chez France Nature Environnement. Donc, avant de vous laisser la parole, très rapidement, peut-être deux petits points. Donc, rappelez, je l'ai dit en introduction, le rôle central que le ferroviaire peut jouer dans la transition écologique dans le secteur des transports. Et comme les chiffres valent mieux que les longs discours, simplement rappeler que voilà, à distance équivalente et en équivalent CO2 par personne, un TGV émet 40 fois moins d'équivalent CO2 qu'une voiture thermique ou encore 100 fois moins qu'un avion. Peut-être aussi rappeler que le réseau ferré français est un des plus importants d'Europe, avec environ 30 000 km de voies, mais qu'il y a aussi de forts enjeux d'investissement, comme l'a rappelé le rapport Philiso, publié en début d'année, notamment sur les petites lignes. Et enfin, dernier point, avant de vous laisser la parole, recadrer aussi peut-être ce débat dans le cadre du plan de relance annoncé par le gouvernement il y a maintenant quelques semaines, et dans le cadre duquel 4,7 milliards d'euros ont été débloqués sur une période de 2 ans pour le ferroviaire, avec en particulier 3 milliards d'euros fléchés vers le réseau, 1,3 milliard d'euros sur la sortie du glyphosate et les aménagements des gares, et enfin 300 millions sur la question des petites lignes. Je vous laisse tout de suite la parole. Donc, vous avez environ 6 minutes d'intervention chacun. Ensuite, on aura 10 minutes pour échanger, pour que vous puissiez réagir aux interventions, et puis 10 minutes de questions-réponses. Et monsieur le député Jean-Marc Zulesi, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour l'invitation et pour l'introduction de cette table ronde. Comment comment régénérer le train. Euh, Ce qu'il faut dire avant tout, c'est que le train, c'est une fierté française. Euh, dans le monde entier, on loue la vertu, les vertus du train et en particulier du modèle français. Et ça, il faut le dire et en être très fier. Alors, comment régénérer le ferroviaire? Je crois que le plan de relance qui a été exposé par le gouvernement expose très bien les enjeux. Et en particulier à la lumière de ce que nous avons pu réaliser dans la loi d'orientation des mobilités et aussi sur la réforme ferroviaire. Il faut absolument qu'on ait une politique qui soit basée sur le transport du quotidien. Le train doit devenir une habitude pour se déplacer. Et donc, dans ce cadre-là, il faut absolument que ces investissements qui ont été annoncés dans le cadre du plan de relance aillent dans bien, la maintenance, non seulement, mais aussi la régénération d'un certain nombre d'infrastructures. Vous avez noté tout à l'heure le fait qu'il y ait 3 milliards d'euros qui soient spécifiquement adressés à la régénération et à la modernisation des voies ferrées les plus empruntées. Je pense que ça tourne autour de 20 000 kilomètres de voies. Essentiel aussi de travailler à l'aménagement des gares, à la sécurisation des quais et du réseau. C'est un enjeu qui est essentiel. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure des petites lignes. Moi, je considère que ce terme est mal choisi. C'est tout sauf des petites lignes, et c'est pas de votre faute. Hein. Je pense que
ces lignes, ce sont des lignes de vie. Ce sont des lignes de desserte fine de notre territoire. Et donc, ces lignes qui, depuis des décennies, ont été oubliées, et je ne veux cibler personne, puisque au final, les moyens ont été adressés avant tout sur le TGV. Et aujourd'hui, le TGV, je le disais, est une fierté française qui s'exporte. Mais il est nécessaire, d'ores et déjà, maintenant, tout de suite, de pouvoir aussi, en même temps, mettre le paquet sur ces lignes essentielles à nos territoires. Vous savez, je parle souvent d'aménagement durable de notre territoire. Eh bien, investir sur ces lignes fines de notre territoire, c'est entrer dans le quotidien des Français, leur donner la capacité de laisser leur voiture au garage et de prendre ces trains. C'est leur donner la possibilité d'avoir aussi un service de qualité. C'est la raison pour laquelle je parlais du milliard qui est mis sur la table sur l'aménagement des gares. Ces gares, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de rencontre, ce sont des lieux d'échange. Et à l'heure où on parle de proximité, de services publics, eh bien moi je pense que investir dans les gares, c'est donner du sens à la régénération. Parler du train, c'est aussi parler de la relance des trains de nuit. Ça aussi, je veux vraiment insister parce que ce n'est pas seulement un symbole, le train de nuit. C'est pour beaucoup, dans les souvenirs de nos parents, de nos frères et sœurs et tout ça, mais je crois qu'il faut que le train de nuit revienne au cœur des habitudes des déplacements. Et pour cela, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une montée en gamme, une offre de services qui s'améliore aussi. Ce n'est pas seulement remettre les trains de nuit tels que nos parents ont pu les connaître et tels qu'ils existent aujourd'hui, mais développer l'offre, c'est très bien, mais il faut surtout une montée en gamme de ces trains de nuit. Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a 100 millions d'euros qui sont mis sur la table pour améliorer, juste pour déployer et améliorer ces trains de nuit. C'est un enjeu qui est essentiel. Et puis, dernier point, pour régénérer le train, je pense qu'il faut mettre le paquet sur le transport de marchandises, et en particulier sur le fret ferroviaire. Je suis très, très heureux que, dans le cadre de cette table ronde, nous puissions avoir le réseau 4F, parce que je salue cette démarche de faire des propositions ensemble. Faire des propositions pour qu'on puisse atteindre cet objectif de doubler la part du transport de fret ferroviaire de 9 à 18%. Pour cela, c'est un enjeu d'infrastructure aussi. Il faut qu'on ait des infrastructures de qualité. Il faut qu'on soit en capacité d'innover aussi sur le transport de ces marchandises. Il faut qu'on soit, si vous êtes une entreprise, on doit être au courant absolument de savoir où est le colis qui va arriver à mon client. Et ça passe par l'innovation. Et bien entendu, il y a un certain nombre d'investissements à réaliser sur ce qu'on appelle des gares de triage. J'ai une gare de triage à proximité de ma circonscription, la gare de triage de Miramas. Eh bien, il y a eu trop peu d'investissement sur ce site. Et donc, moi, je me bats pour que dans le cadre de ce plan de relance, nous puissions mettre le paquet sur ces gares de triage essentielles sur le développement du fret ferroviaire dans nos territoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Je me tiens à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions après, bien entendu, des interventions des autres participants. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député Zoulesi. Je vais maintenant laisser la parole à Alain Quinet. Oui, merci Valentin. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais peut-être, comme mon prédécesseur immédiat, partir du plan de relance, qui est finalement le socle de l'action ferroviaire des prochaines années. Peut-être pour souligner d'abord que c'est un plan de relance qui est quand même inédit par son ampleur, hein, 4,7 milliards en faveur du ferroviaire, c'est une partie considérable du plan de relance général. Et évidemment, l'engagement de l'État et puis de la société en faveur du ferroviaire, ça nous touche beaucoup, la SNCF, et puis ça nous oblige aussi. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que c'est un plan qui est inédit sur son contenu. Et ce que je voudrais, c'est comparer le plan de relance tel qu'il vient d'être annoncé par l'État avec les plans de relance précédents.
C'est vrai que dans les crises économiques ou financières passées, je pense par exemple à la crise financière de 2008-2009, le contenu habituel d'un plan de relance ferroviaire, c'était la construction de nouvelles lignes LGV. Et vous vous souvenez d'ailleurs que dans le plan de relance du gouvernement Fillon après la crise financière, bah, c'était fondé sur 4 LGV qui d'ailleurs sont rentrés en service en 2017. Là, aujourd'hui, le plan de relance, en fait, il est vraiment fondé et focalisé sur la régénération du réseau existant. Et de ce point de vue-là, le titre de votre table ronde est bien choisi. La régénération du réseau principal, la régénération des lignes de desserte fine du territoire et la régénération du capillaire fret. Hein. Donc ça, voilà. Ça, je pense que c'est un point très important et qui donne un caractère un peu inédit à ce plan. Et ça me permet finalement de rebondir sur cette difficulté ou cet arbitrage un peu récurrent dans le ferroviaire entre la régénération et le développement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un réseau ferroviaire qui est extrêmement grand. Hein. On a 50 000 kilomètres de voies, hein, c'est-à-dire que, pour prendre une image simple, c'est plus que le tour de la Terre, hein, 50 kilomètres de voies. Et on a une ambition républicaine hein, de desserte de l'ensemble du territoire. Donc on a vraiment un très grand réseau avec une ambition très grande. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce réseau, et je pense que les utilisateurs le constatent eux-mêmes, c'est un réseau qui a beaucoup vieilli, qui est même vétuste dans certains endroits. Et la priorité absolue, c'est bien de remettre à niveau ce réseau pour en faire un réseau digne de l'ambition climatique que collectivement on s'est fixé en France et en Europe. C'est un effort de longue haleine. Il est engagé. Grâce au plan de relance, on va le consolider, le poursuivre, l'amplifier, mais c'est un effort de longue haleine et qui se poursuivra pendant encore de nombreuses années. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on rénove, on ne se contente pas de rénover le réseau à l'identique. Il y a à chaque fois du progrès technique. Alors, il y a du progrès technique qui ne se voit pas toujours dans les rails, dans les traverses, mais il y a aussi et surtout du progrès technique digital qui va se voir, qui commence à se voir et qui va se voir de plus en plus dans les systèmes de signalisation et qui, en fait, vont nous permettre de faire à la fois de la rénovation, du développement en même temps sur des lignes existantes. Et je voudrais très concrètement prendre un exemple. Quand on regarde la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, en heure de pointe, on peut mettre 13 trains par heure sur cette ligne. À 300 km/h, c'est déjà une belle performance. Et cette ligne, sur certaines heures, elle est saturée. Et donc, la question qu'on s'était posée depuis quelques années, c'est est-ce qu'il ne faut pas construire en gros une deuxième ligne hein, à côté de la première, ou en tout cas qui relie Paris-Lyon éventuellement avec voilà, un cheminement un peu différent. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec les nouveaux systèmes de signalisation, ce qu'on appelle en langage technique le RTMS, eh bien, on va pouvoir mettre sur une ligne qui existe plus de trains à l'heure. Et on vise à terme 17 trains par heure. Et donc tout ça pour dire que on peut aujourd'hui, en investissant sur le réseau existant, non seulement remettre à neuf des composants, mais permettre d'augmenter les circulations sur les lignes. Et ce que je dis sur Paris-Lyon, ça vaut aussi pour les RER. Ça aussi, ça se verra prochainement. Et donc, ça m'amène peut-être au deuxième grand point que je voulais éclairer, c'est les conditions du report modal. Hein. Alors, Valentin, vous l'avez dit en introduction, en termes d'émissions de CO2, j'aime pas dire du mal des autres, je n'ai pas l'intention de le faire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en termes d'émissions de CO2, c'est clair que le train a un avantage considérable par rapport aux autres modes de transport. Et l'avantage est d'autant plus grand que les distances s'allongent et que donc les possibilités de mobilité décarbonée sont beaucoup plus faibles, voire en l'état actuel des technologies, parfois inexistantes. Et donc, la question, c'est on a une ambition forte de report modal et comment est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on a les bases pour y arriver? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il faut vraiment distinguer par type de trafic ferroviaire. Je prends l'exemple peut-être le plus évident quand on est sur ce qu'on appelle dans le jargon de la mobilité le mass transit, c'est-à-dire les lignes de RER qu'on a aujourd'hui en Île-de-France, qu'on aura sans doute dans d'autres métropoles un peu plus tard. Ces grandes lignes de desserte de voyageurs du quotidien,
elles ont un avantage considérable, c'est qu'elles consomment très peu d'espace. Hein, c'est ça le grand avantage du ferroviaire en ville ou en zone urbaine, c'est que ça prend très peu de place. Quand vous prenez une rame de RER, vous avez au moins 1500 personnes. Si vous imaginez ce que ça veut dire en termes de voitures, ça veut dire 1000 voitures, c'est tout de suite une congestion évidemment ingérable. Donc naturellement, je dirais que dans les zones urbaines sur lesquelles il n'y a par définition pas d'aérien pour des trajets de courte distance et où les routes sont saturées et l'usage de la voiture va d'une manière ou d'une autre de plus en plus difficile, de plus en plus contraint, on voit que naturellement, voilà, tout ce qu'on peut faire dans le développement de ce mass transit, ça va générer mécaniquement du report modal. Une bonne exemple que je peux donner, c'est le projet EOL qui est actuellement en cours de construction et je dirais même de finalisation entre Saint-Lazare et Mantes. Bon, ensuite, on a un deuxième segment pour lequel l'efficacité du report modal a été démontrée, c'est les lignes à grande vitesse. Hein, où là, on voit, si je prends un exemple sur la ligne Paris-Lyon, on gagne 1h20 de transport par rapport à une ligne classique, eh bien, il y a 4 millions de voyageurs qui viennent des autres modes, 2 millions de la route, 2 millions de l'aérien, pour faire simple, hein, en ordre de grandeur. Donc, on voit que c'est très efficace. Donc, globalement, on a quand même plutôt l'image d'un train qui avec des bonnes performances, une bonne capacité, est capable véritablement d'attirer les voyageurs des autres modes. Là où le sujet est plus compliqué, c'est le sujet du fret. Et je vais juste faire la transition avec les intervenants suivants. Dans le domaine du fret, en fait, ce qu'on voit, c'est que le report modal, spontanément, il ne se fait pas, il a du mal à se faire. Et ce qu'on a même observé en France, c'est un report modal à rebours. Hein. Et donc, ce que je voudrais simplement, c'est terminer sur la chose suivante. Pour parler du rebond du fret, il y a évidemment des conditions économiques, de compétitivité, de tarification du carbone qui sont des sujets tout à fait essentiels et stratégiques. Je voudrais juste attirer peut-être l'attention sur deux autres dimensions. Il y a d'abord la dimension européenne qui est très importante parce que le fret, il aura d'autant plus de chances de se développer que les distances sont longues. Il y a une opportunité de développement du fret en Europe. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que contrairement à la route ou à l'avion, il y a encore des frontières invisibles qui pénalisent la circulation du fret. Ce n'est pas les mêmes systèmes de signalisation, pas les mêmes procédures, pas les mêmes langues. Et donc, je pense qu'il y a un gros effort au niveau européen pour développer le fret et faire tomber les barrières. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi des enjeux d'arbitrage, de conciliation et d'acceptabilité. Hein. Nous, à SNCF Réseau, plus particulièrement, on gère un seul réseau. Et sur ce même réseau, on doit faire circuler à la fois des RER, on doit faire du fret, parfois du TGV, et puis on doit aussi faire des travaux. Et donc, il faut que collectivement, on accepte de laisser la place au fret. Hein. Le fret, tout le monde, je pense, souhaite son développement, mais ça peut faire du bruit. Quand ça roule la nuit, ça peut gêner. Voilà, donc je pense qu'il y a un arbitrage à faire qui est que collectivement, on soit, je dirais, conscient qu'il faut faire de la place au fret sur la capacité du réseau. On a un grand réseau, mais il n'y a pas de la place partout. Et donc, il faut faire des arbitrages entre les travaux, les circulations voyageurs, les circulations fret. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots sur les opportunités immenses de report modal que nous avons en France. Merci, Monsieur Quinet. Alors, avant de parler plus en détail justement du fret avec Monsieur Barbet, je vais laisser la parole à Monsieur Hainaut. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. En effet, dans la suite de ce qui vient d'être dit, il y a quelques raisonnements d'ordre économique qui plaident en faveur du transport ferré en général, et puis dans le cas particulier du transport de marchandises, ça se confirme également. Le premier de ces raisonnements, c'est que les passagers et marchandises qui empruntent le rail plutôt que la route, qui est le mode dominant aujourd'hui, occasionnent moins de dommages pour la société dans son ensemble. On dit en économie moins de coûts externes. Le manuel de la Commission européenne sur les coûts externes des transports, qui est un document de référence sur le sujet, évalue le coût des dommages en matière d'accidents, de pollution de l'air, de climat et de bruit de différents modes de transport. Donc, il n'y a pas que le carbone là-dedans, ça figure parmi la pollution de l'air, les accidents, le bruit. Et ce travail rapporte que globalement,
les coûts externes de la route sont de l'ordre de 3 fois plus importants que ceux du rail, par voyageur ou par tonne transportée. Donc, autrement dit, économiquement, faire basculer, reporter les voyageurs et les marchandises de la route vers le rail réduit les dommages d'ensemble causés par le système de transport. Bien entendu, ce type de comparaison-là mérite d'être discuté. Il faut regarder un peu ce qu'il y a derrière parce que ça implique de sous-peser des valeurs assez disparates, celles des pertes humaines dans les accidents, celles du changement climatique que l'on évite en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, rien que sur ces 2 points, on voit que le débat va au-delà de fixer des valeurs économiques, mais c'est important d'avoir cette vision d'ensemble des rapports économiques entre les modes. Derrière ces rapports, une deuxième grande idée, c'est que les pouvoirs publics peuvent trouver dans les bénéfices environnementaux un intérêt suffisant pour justifier le financement de grandes infrastructures ferroviaires. Un rapport récent produit par la société Altermind en collaboration avec Patrice Geoffron de l'Université Paris-Dauphine identifiait que pour des investissements de l'ordre de 13 milliards d'euros sur 10 ans dans le réseau ferroviaire et ciblés sur le fret, sur le transport de marchandises, ces investissements contribueraient à augmenter la part modale du transport de marchandises et qu'en retour, les dommages environnementaux évités, lorsqu'on les chiffre aux valeurs que j'ai mentionnées précédemment à partir du rapport de la Commission, rapporteraient entre 16 et 30 milliards d'euros, que l'année pivot où ces investissements seraient remboursés d'un point de vue de la société se trouve entre 2032 et 2037. Donc finalement, on voit que les pouvoirs publics, du point de vue économique, ont un intérêt à faire ces investissements et à récolter les bénéfices sous forme de pollution évitée dans les différents domaines. Pour autant, si c'est intéressant du point de vue des pouvoirs publics, ça n'est pas nécessairement qu'une question d'investissement ni qu'une question d'impulsion publique. En effet, les voyageurs et les chargeurs, donc les entreprises qui ont recours au mode de transport ferroviaire, choisissent de recourir au train plutôt qu'à la route ou à l'avion en fonction d'un rapport qualité-prix perçu de l'utilisateur pour chaque mode. Le train a des facteurs de qualité, par exemple, arriver en centre-ville lorsqu'on voyage à longue distance, c'est une forme de confort qui a une valeur importante. Ça peut également être de transporter pour les marchandises de grandes quantités en une seule fois à travers le continent, mais c'est aussi des défauts. Il est perçu comme cher, il peut être moins flexible sur les horaires, et vous l'avez mentionné, il existe des situations de compétition, de saturation parfois entre les usages passagers, les travaux, les marchandises, qui peuvent pénaliser la circulation des trains. Donc, au-delà de l'enjeu public, il y a l'enjeu d'améliorer ce marché et donc ce rapport qualité-prix du train par rapport à ses concurrents. Pour cela, on voit des mesures d'ordre économique qui visent à augmenter la valeur du transport par train, le confort pour les voyageurs. On peut créer des labels pour rendre plus visible et donc plus appréciable du point de vue des consommateurs le fait que les marchandises aient circulé par le train. Et on voit aussi d'autres mesures destinées à renchérir les concurrents routiers à hauteur de leurs émissions ou de leurs dommages. C'est le cas des redevances kilométriques ou de l'écotaxe poids lourd ou encore de la taxe carbone. Nous observons que les experts reviennent souvent vers ces solutions. Elles leur paraissent être une composante assez indispensable du chemin vers la réduction drastique des émissions, vers la neutralité carbone. Par exemple, dans un rapport récent, l'IDRI proposait, dans 2 scénarios pour réduire en profondeur les émissions du transport de marchandises, une forme de taxation supplémentaire sur le mode routier. Donc ça paraît un composant indispensable, même s'il y a des progrès qui peuvent être faits sans ça, à long terme, et par rapport à l'enjeu climat d'arriver à réduire à presque zéro les émissions de ce secteur de l'activité du pays, ce type d'outil paraît également indispensable. Voilà, quelques idées sur le plan économique pour comprendre comment se posent les questions. Évidemment, tout ça prend des formes très différentes quand on pose le sujet au niveau local ou qu'on s'intéresse à des modes de transport qui peuvent être également combinés. Rail et route peuvent parfois aller ensemble sur certains modes de transport. Merci beaucoup, Adrien. Et donc, sans transition, comme tu parlais du transport combiné, je vais laisser la parole à Aurélien Barbet. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler effectivement du fret ferroviaire en particulier. Je représente aujourd'hui la coalition 4F pour fret ferroviaire français du futur. Cette coalition, elle est totalement inédite. C'est l'alliance des utilisateurs, des opérateurs, des entreprises ferroviaires, des opérateurs de combinés
mais aussi des chargeurs industriels, donc des clients finaux, et également de l'industrie ferroviaire dans son ensemble. Et nous avons travaillé aussi, il faut le préciser, avec un acteur absolument indispensable, qui est le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau. Donc, véritablement, il y a eu un travail collectif de l'ensemble de la filière du fret ferroviaire en France, et c'est important de le souligner. Et donc, nous avons une ambition qui a été rappelée par le député Jean-Marc Zulesi en introduction. L'ambition est importante, mais elle est réaliste. C'est à la fois doubler la part modale du ferroviaire en 10 ans, donc d'ici 2030. Et d'une certaine manière, ce n'est que rattraper la moyenne européenne actuelle qui est de 18% donc en Europe. Et ça passe notamment par le triplement de l'activité transport combiné, rail-route, qui est un segment de marché qui a un fort potentiel de croissance dans les prochaines années. Alors, je ne vais pas rappeler les gains environnementaux, écologiques du rail pour le fret. Je pense que ça a déjà été très bien fait et puis vous les connaissez. Je voudrais simplement mentionner un autre élément qui est important pour nous, c'est la question des externalités négatives, c'est-à-dire toutes les questions de congestion, de pollution, de l'air en particulier. Nous, on a chiffré à 25 milliards d'euros d'ici en 20 ans, entre 2020 et 2040, les externalités négatives qui pourraient être évitées grâce au ferroviaire et au fret ferroviaire. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Alors, notre coalition, elle se base sur 3 piliers pour faire des propositions. Le premier pilier, c'est évidemment les opérateurs et entreprises ferroviaires qui ont 2 objectifs. C'est à la fois orienter leur croissance vers la décarbonation de leur activité et évidemment développer l'innovation pour le fret ferroviaire où évidemment il y a encore beaucoup de choses à faire. Le deuxième pilier, c'est le gestionnaire d'infrastructure, SNCF Réseau. Et là, on a 2 éléments extrêmement forts qui ont été déjà mentionnés par Alain Quinet. C'est évidemment la rénovation, la modernisation du réseau. Et le deuxième point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est la question de la qualité de service, qui est absolument indispensable pour le développement du fret. Et puis le troisième pilier, c'est l'État. Forcément, on a besoin d'avoir un État qui nous accompagne, qui nous soutienne à la fois financièrement, mais aussi en développant des mécanismes incitatifs au report modal. Alors, on a fait des propositions qu'on a ensuite présentées au ministère des Transports et sur lesquelles on continue de travailler très étroitement avec les pouvoirs publics. Je vais en citer quelques-unes. La première proposition, c'est évidemment la modernisation et le développement du réseau avec 2 éléments de temporalité. Nous, on a chiffré à environ 1 milliard d'euros le besoin d'investissement sur la période 2021-2024 et à 12 milliards d'euros le besoin d'investissement entre 2025 et 2030 sur des grands projets, en particulier le contournement de grandes agglomérations comme l'Île-de-France, comme la région lyonnaise, comme la question de l'électrification de certaines liaisons ferrées, et puis évidemment les questions de signalisation, ERTMS, sécurité, etc. Donc ça, c'est le premier volet, mais qui est le gros morceau du plan 4F en particulier. Il y a autrement d'autres éléments, notamment sur la question de la compétitivité des opérateurs. Donc ça passe évidemment par les péages et les sillons ferroviaires. On a eu déjà des premières annonces de la part du gouvernement fin juillet, avec le Premier ministre Jean Castex, qui a annoncé donc une gratuité des péages ferroviaires pour le fret dans la deuxième partie de l'année 2020 et moins 50% de péages ferroviaires sur l'année 2021. Donc ça a été évidemment une bonne nouvelle, une première étape très encourageante pour le secteur. Nous avons aussi des éléments d'aide et de soutien sur à la fois le wagon isolé, qui est évidemment un élément important de développement aujourd'hui du fret ferroviaire, et puis aussi sur l'aide à la pince qui concerne donc le transport combiné rail-route pour ce qui concerne les manutentions d'UTI, donc de caisses mobiles ou de conteneurs sur les terminaux. Nous avons aussi des propositions en termes de productivité ferroviaire. Alors là, ça touche à ce qu'on appelle des gabarits. C'est le développement de trains longs en ferroviaire, donc c'est-à-dire des trains à plus de 850 mètres, voire 1000 mètres de long,
Évidemment, plus votre train est long, plus vous pouvez mettre de la marchandise dessus et plus vous êtes compétitif par rapport à d'autres modes de transport. Et puis, en termes de gabarit, il y a aussi la question du P400, qui est l'idée de pouvoir mettre des camions, des semi-remorques de 4 mètres de haut sur des wagons et donc les faire circuler sur le réseau ferré. Et ça, c'est un segment de marché aussi qui a un fort potentiel de développement dans le fret ferroviaire. Et puis, je mentionnerai comme autre proposition, c'est la question des infrastructures terminalistiques, et notamment les terminaux et les plateformes de transport combiné rail-route. On a aujourd'hui un parc d'environ 35 plateformes en activité. Alors, ce parc-là, il a un vrai besoin de modernisation, de maintenance, c'est un premier élément. Et puis, il y a aussi un besoin de création de nouvelles plateformes dans les 10 prochaines années, et on a à peu près estimé le chiffre de 15 nouvelles plateformes qu'il faut dans les prochaines années. Voilà un peu des propositions très concrètes qu'on fait pour le secteur et qu'on a présentées au ministre et au pouvoir public. Alors, je voudrais dire quelques mots aussi sur le plan de relance qui a été présenté. Alors, je vais être prudent sur cette question-là pour aujourd'hui. On a bien compris qu'il y avait une masse budgétaire de 4,7 milliards d'euros sur le ferroviaire. C'est évidemment une reconnaissance du secteur et puis c'est une première étape très, très encourageante, mais nous sommes aujourd'hui en attente de la déclinaison de cette masse budgétaire. Donc, nous n'avons pas les éléments précis et concrets sur ce qui figure dans ces 4,7 milliards d'euros. Et nous devrions avoir ces éléments concrets et précis la semaine prochaine avec les pouvoirs publics, donc on pourra porter une analyse à ce moment-là. Moi, je tenais aussi à souligner le fait que dans notre calendrier, nous avons la stratégie nationale ferroviaire qui doit être votée le 1er janvier 2021, à partir du 1er janvier 2021 par le Parlement, et sur laquelle nous travaillons directement avec les pouvoirs publics en ce moment même, de manière très intense. Je voudrais aussi terminer mon propos avec la question de la qualité de service, qui est une question extrêmement importante et primordiale pour nous. Le sujet, c'est de dire on ne pourra pas développer le fret ferroviaire en France dans les prochaines années si la qualité du service ferroviaire n'est pas de bon niveau et notamment n'est pas comparable ou compétitif par rapport à la route. Aujourd'hui, on ne peut pas convaincre un chargeur industriel de mettre sa marchandise sur le rail si la qualité de service n'est pas là. Alors, ce qu'on entend par qualité de service, c'est à la fois la ponctualité des trains, la fiabilité des sillons ferroviaires et la régularité des sillons. L'idée, c'est d'avoir des trains qui partent à l'heure et des trains qui arrivent à l'heure. Et là, je souscris parfaitement à ce qu'a dit Alain Quinet tout à l'heure sur la question des travaux. Il faut effectivement avoir une très bonne coordination pour à la fois être capable de coordonner les travaux qui sont indispensables sur le réseau, mais aussi les circulations du fret ferroviaire sur le réseau français. Voilà, donc nous, on insiste beaucoup sur cette qualité de service qui nous semble extrêmement important. Voilà, je vous remercie. Merci Aurélien Barbet pour ce tableau très complet et puis de mettre toutes ces propositions sur la table. Je laisse la parole à Thomas Lespérier pour conclure les interventions. Bonjour et merci beaucoup de cette invitation. Donc pour réagir dans un premier temps assez rapidement sur les annonces du plan de relance, je vais redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites. On a évidemment conscience du fait que c'est une somme qui est importante et qui n'est pas dédiée à des grands projets de type TGV, des lignes à grande vitesse. Cet investissement qui est vraiment dédié au train du quotidien, c'est quelque chose qu'on demande et qu'on revendique depuis plusieurs années à France Nature Environnement. Donc, évidemment, de ce côté-là, c'est une satisfaction vis-à-vis du plan de relance. Après, l'enjeu auquel on se confronte de notre côté, c'est est-ce que ce plan de relance, il va permettre un report modal massif lorsque c'est pertinent de la voiture vers le train, voire même de l'avion vers le train. Il ne s'agit pas de supprimer tous les avions ou toutes les voitures, bien sûr, mais faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de cas où ce report modal, ce changement de moyen de transport, s'opère et devient pertinent. Et c'est un peu à travers ce prisme-là qu'on analyse le plan de relance. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres
chiffres précis du plan de relance. Je rejoins M. Barbet sur le fait qu'il y a encore des petites imprécisions. On ne sait pas où iront les fonds et on n'est pas tout à fait sûr de la part de ces 4,7 milliards qui sont de l'argent frais, de l'argent neuf, et de la part qui était en fait de l'argent qui avait déjà été engagé mais pas encore budgété. Donc, si on comprend ce plan de relance de 4,7 milliards dans son ensemble, on ne peut quand même pas ignorer totalement la comparaison avec les autres plans de relance qui ont été annoncés dans la même période. On a parlé de 7 milliards pour Air France, de 5 milliards pour Renault. En tout, l'industrie automobile et l'industrie aéronautique, à la faveur des différents plans de relance qui se sont succédés, c'était plus de 20 milliards d'euros qui ont été consacrés à ces moyens de transport, l'automobile et l'aérien, qui sont bien plus polluants et bien plus néfastes pour notre environnement que le train. Pareil, je ne vais pas insister outre mesure sur les bienfaits du train sur les aspects environnementaux. Si on veut avoir une chance d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, des accords de Paris, il nous faut un train qui soit vraiment au maximum de son fonctionnement. Il nous faut un train en très très bonne santé. Il faut que le train puisse vraiment fonctionner à plein. Et notamment deux des enjeux qui ont été esquissés par les intervenants précédents, c'est sur cette question des petites lignes et sur la question du fret ferroviaire. L'enjeu, les besoins d'investissement, les besoins de modernisation du matériel roulant et du réseau, ils sont là, ils sont présents, ils sont évidents. Mais notre crainte, c'est aussi que les sommes qui sont investies, qui ont été investies, le soient un peu à perte. Je m'explique. Notamment sur la question du fret, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué. Ce plan de relance et ces milliards qui sont débloqués aujourd'hui ne vont pas permettre de remettre en cause l'injustice fondamentale entre les moyens de transport. Et notamment, si on prend le fret, l'injustice fondamentale entre le transporteur routier et le transport ferroviaire. Aujourd'hui, les transporteurs routiers, tout simplement, ne payent pas les externalités négatives dues à ce transport routier. Ils ne payent pas l'usure qui est occasionnée sur la chaussée, ils ne payent pas les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, ils ne payent pas le bruit. Enfin, c'est ce que Adrien Hainaut a pu évoquer. Et on risque, même à l'issue de ce plan de relance, de se retrouver dans une situation qui est exactement la même, où les chargeurs vont faire un calcul économique et vont préférer confier leurs marchandises à la route, tout simplement, plutôt qu'au train. Et ça, c'est quelque chose que le plan de relance n'amorce pas. C'est à travers ce genre de choses que notre crainte, c'est que ce plan de relance soit justement un plan de relance qui consiste à faire en sorte de revenir le plus vite possible à l'état initial, l'état avant le Covid, et soit pas un véritable plan de transformation qui permette d'encourager un report modal qui soit massif. Donc, un des leviers sur lequel j'ai envie d'insister, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est vraiment ce levier de la fiscalité, notamment de la taxation kérosène, taxation sur les poids lourds. On y revient tout le temps. Malgré les oppositions qui sont compréhensibles. On revient à cette taxation, on revient aux enjeux d'incorporer les externalités dans les péages, on revient aux enjeux de mettre fin à l'exonération de TICPE pour les poids lourds, parce que de toute façon, on ne peut pas faire l'impasse sur cet enjeu de taxation du fret routier si on veut développer le fret ferroviaire. Merci beaucoup, Adrien. Thomas, excusez-moi. Alors, je n'ai pour l'instant pas de questions de notre salle virtuelle. Je vous propose de réagir aux interventions qui ont eu lieu, si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a des prises de parole complémentaires. Vous pouvez me le signaler en levant la main. Monsieur le député, je vois que vous avez ouvert votre micro. Je vous laisse réagir. Oui, juste quelques mots pour alimenter le débat. Je trouve très intéressant l'intervention effectuée par l'ensemble des intervenants, et en particulier par le dernier intervenant, mais il oublie certainement de citer que dans le cadre de la réforme sur la SNCF, nous avons mis entre 30 et 35 milliards de reprise de dette de
de la SNCF. Donc, si on cumule l'ensemble de l'argent qui est mis sur l'investissement du ferroviaire, je crois qu'on n'a pas à rougir de l'argent qui est mis sur la table pour venir en aide au secteur ferroviaire. Là où je suis d'accord avec vous, mais ça demande un petit peu de patience parce que on n'a pas le détail effectivement du plan de relance en tant que tel, c'est-à-dire quelle ligne précisément nous allons financer, quel matériel roulant précisément nous allons régénérer, et tout ça doit se faire aussi main dans la main avec à la fois les acteurs, mais aussi les acteurs industriels, mais aussi les élus locaux. Je pense aux régions notamment, je pense aux métropoles et aux différents élus de ce territoire qui jouent un rôle essentiel dans le développement du ferroviaire en France. Merci. Alain Quinet. Oui, je voudrais juste pour rebondir sur ce qui a été dit, peut-être souligner l'importance de deux éléments que j'ai mentionnés très brièvement, qui ne sont pas visibles, mais qui, à mon avis, vont être des moteurs de transformation absolument stratégiques dans les années et les décennies qui viennent, et qui vont effectivement, je dirais, démultiplier ce que le plan de relance commence à faire. D'abord, il y a quand même tout le champ de la rénovation technologique qui est devant nous. Alors qui se traduit aujourd'hui peut-être de manière un peu moins visible qu'au temps du TGV, mais la révolution digitale, c'est quelque chose d'absolument majeur pour le ferroviaire, pour l'infrastructure, pour les voyageurs, pour le fret. Donc j'ai mentionné les nouveaux systèmes de signalisation, je pourrais mentionner les nouveaux systèmes de maintenance, de surveillance, de circulation des trains. Enfin, on est actuellement à l'aube d'une révolution digitale absolument massive dans le ferroviaire, et qui se verra sur le nombre de trains, sur la qualité du service, la qualité du trafic. Je pense que cette révolution commence et elle va avoir des effets extrêmement puissants. Je pourrais aussi parler, en allongeant un peu l'horizon, de la révolution de l'hydrogène que nous regardons, nous, avec beaucoup d'intérêt, dans lequel nous commençons à travailler avec beaucoup de régions. Voilà, donc il y a devant nous des révolutions technologiques qui ne sont pas encore tout à fait visibles du voyageur final ou du transporteur final, mais qui vont véritablement changer la donne ferroviaire des prochaines décennies. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir important, c'est la dimension européenne. On ne va pas, nous, au niveau français, on n'a pas la main pour régler tous les sujets. Et donc, quand on parle, par exemple, des conditions économiques ou tarifaires du chemin de fer par rapport aux autres modes, quand on parle d'investissement, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier l'importance de la dimension européenne. On a une Commission européenne qui est pleinement engagée dans un Green Deal, qui va réformer le marché du carbone sans doute en profondeur, qui a l'ambition de contribuer au développement du report modal. Donc je pense que au-delà de la question, si vous voulez, des investissements français, je pense qu'il faut bien distinguer là où il faut mettre le poids du corps au niveau français. Là, je l'ai dit, pour moi, c'est la rénovation, l'innovation. Et puis, il y a aussi là où il faut que l'Europe mette le poids du corps. Et ça renvoie à tout ce qui était dit, c'est-à-dire qu'on ait des conditions économiques, tarifaires, fiscales, qu'on fasse tomber les frontières inutiles qui freinent les circulations des trains. Je pense que c'est en jouant sur ces deux niveaux que véritablement on va pouvoir, je dirais, décoincer le sujet de l'augmentation de la part modale du ferroviaire. Merci. Adrien Hainaut, je vous laisse la parole. On ne vous entend pas. Voilà, pardon. Oui, vous m'entendez correctement? Très bien. J'avais une question qui s'adresse plutôt à Monsieur Quinet et au réseau ferré en général, qui est le gouvernement a établi une stratégie nationale bas carbone qui trace un scénario pour essayer de réduire les émissions du pays jusqu'à la neutralité carbone. Ce scénario, nous comprenons qu'il prévoit une forte augmentation du trafic ferroviaire, voyageurs et marchandises combinés. Dans ce que j'ai pu consulter comme document, je comprends que l'augmentation est presque de l'ordre d'un doublement sur 30 ans
de la circulation des trains dans le pays, de l'ordre de 80% de trafic en plus. Et je m'interroge, et on est nombreux à s'interroger sur les outils de pilotage dont on dispose pour amener le réseau vers cet objectif. Et je comprends qu'on dispose aujourd'hui d'un contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau d'une part, d'une agence de financement des infrastructures de transport du pays et qui a planché, qui a été organisé autour d'un comité d'orientation des infrastructures et d'un scénario de construction d'infrastructures. Comment peut-on s'assurer que tout ça est compatible avec nos objectifs, ou comment inscrit-on nos objectifs climat dans ces différents processus pour que sur le court terme aujourd'hui de la relance, mais aussi sur le long terme, on ne perde pas de vue l'ambition qu'on a inscrite dans cette stratégie pour le transport ferroviaire. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Fondamentalement, pour ce qui est de la relation entre SNCF, l'État et ses parties prenantes, les choses fonctionnent de manière assez transparente. On a effectivement deux outils. On a un premier outil qui est un contrat pluriannuel qui nous lie à l'État, qui couvre les 10 années à venir. Et qui doit effectivement expliciter à la fois les investissements, les moyens qui sont mis dans le réseau, et puis le résultat qu'on en attend en termes de qualité de service, de trafic. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de transition parce que le contrat sur lequel on vit était antérieur à la crise Covid, au plan de relance. Donc, en fait, dans le sillage, je dirais, du plan de relance, et peut-être que ça permettra aussi d'éclairer un certain nombre de questions qui ont été posées, dans le sillage de plan de relance, eh bien, on doit reconstruire un contrat avec l'État à 10 ans et qui permettra, je dirais, parce que c'est des contrats qui sont publics, qui ne sont pas des contrats couverts par le secret des affaires, c'est totalement transparent et assez largement concerté. Et donc, on aura cet outil qui permettra, disons, de pouvoir faire ce monitoring à 10 ans. Bon, ça, comme sur la SNBC, on est quand même sur des objectifs 2030-2050. Évidemment, l'outil, il ne couvre qu'une partie du sujet. Je peux peut-être mentionner un autre instrument qu'on a, qui lui aussi est assez public et transparent. C'est pour les projets d'investissement, une évaluation, alors qu'on appelle socio-économique, mais aussi avec un aspect climat de plus en plus développé. Donc, ce qui se passe, c'est que historiquement, quand on est sur des projets de développement, on fait ces évaluations socio-économiques et ces évaluations environnementales des projets. Là, on va vraiment à l'horizon de la SNBC, c'est-à-dire à l'horizon 2050. Et d'ailleurs, même on va au-delà. On ne s'interdit pas de faire des évaluations jusqu'à la fin du siècle et même au-delà. La limite de ce type de calcul, c'est que ça ne concerne que les investissements de développement. Et donc, l'ambition qu'on a commencé à mettre en œuvre, notamment à travers les reportings qu'on fait sur nos émissions de Green Bonds, c'est de pouvoir rendre compte des gains environnementaux, non seulement sur les investissements de développement, mais aussi sur les investissements de régénération. Voilà. Donc, je suis conscient que je n'épuise pas totalement votre question, qui est qui est peut-être un peu plus stratégique et large, mais enfin, on a au moins ces deux outils qui nous donnent quand même des outils de projection à long terme qui, je pense, quand même, sont une des vertus du secteur et de notre relation avec l'État. Merci. Et peut-être pour préciser, Alain Quinet, vous disiez effectivement que le contrat de performance était antérieur à la crise. Oui. Il me semble qu'il est justement actuellement en train d'être renégocié. Est-ce que vous pouvez Oui. simplement repréciser un peu le contexte et les temporalités effectivement autour de cet enjeu qui est, comme Adrien le disait, plus sur le temps long par rapport au plan de relance qui, lui, est contraint sur 2 années? C'est ça, c'est-à-dire que le plan de relance, alors effectivement, comme c'était dit, on attend un petit peu l'explicitation du contenu précis de ce plan et puis de l'horizon.
moi, j'ai l'intuition qu'avec 4,7 milliards, ça va nous permettre de nous projeter même au-delà de 2 ans, hein, et de nous donner la sécurité financière qu'on attend au-delà des 2 ans. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on aura un plan de relance précisé, eh bien, on va ensuite, pour ce qui est de ce contrat pluriannuel, plutôt viser un horizon 2030. Et donc, à l'horizon 2030, eh bien, décliner à la fois les moyens qui sont investis dans le réseau, les engagements de performance, de qualité de service que SNCF Réseau va prendre, et puis les résultats qu'on peut en attendre. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dialogue bilatéral avec l'État dans lequel on essaye de mettre en cohérence les moyens et puis les résultats. Et puis ensuite, ces contrats font l'objet en fait d'une concertation assez vaste. Donc en général, il y a un temps, je dirais, de travail technique qui va nous occuper, on va dire, pas préjuger du résultat, mais 2-3 mois. Puis ensuite, on va passer dans une phase de consultation assez large avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Alors, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? Si je peux dire quelques mots, juste rebondir sur le contrat de performance, effectivement, qui est très attendu par les opérateurs et les entreprises ferroviaires sur le volet fret. Il y a un élément pour préciser un petit peu qui nous concerne et sur lequel on est extrêmement vigilant. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la très bonne coordination qu'il faut avoir dans les prochaines années entre les travaux à faire sur le réseau et les circulations fret. Et effectivement, nous, SNCF Réseau a chiffré, a estimé le budget à 100 millions d'euros par an pendant 4 ans, donc ça fait 400 millions d'euros pour à la fois garantir les travaux, des plages travaux importantes, et en même temps une bonne circulation, une bonne qualité de service sur le réseau. Et on espère que ça figurera bien au contrat de performance et que ce sera bien dans les objectifs de SNCF Réseau, parce que c'est vraiment, je le redis, indispensable. On ne pourra pas faire du fret ferroviaire si on n'est pas capable d'avoir des bons sillons et une bonne régularité, une bonne ponctualité sur le réseau. Donc c'est vraiment… et puis là, on est sur quelque chose qui n'est pas du long terme, on est sur quelque chose qui est du court-moyen terme, parce que le fret, c'est à la fois des investissements de long terme, évidemment, mais c'est aussi d'abord la survie et la sauvegarde du secteur tout de suite, là maintenant, dans les prochaines années. Donc il ne faut pas le perdre de vue, et c'est extrêmement important pour des opérateurs qui ont quand même souffert à la fois des grèves en 2019-2020 et ensuite de la période de crise sanitaire et de confinement. Donc, ils sont extrêmement vigilants et en attente sur ces points-là. Merci. Alors, dans les 3 minutes qui nous restent, peut-être, je vois qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, qui est celui de l'emploi, et qui me semble un point important au vu du contexte économique. Je sais notamment, Adrien Hainaut, que vous avez travaillé un peu sur cette question de l'emploi dans le secteur ferroviaire. Et ça peut être intéressant peut-être, dans le temps qui nous reste, de l'aborder très rapidement. Merci. En effet, c'est un des sujets dont on discutait en amont de cette table ronde, donc pour lequel on a mené quelques recherches. Je précise qu'on n'a pas travaillé dans mon institut sur ce sujet-là en particulier, donc on n'a pas de chiffres à présenter sur le sujet, mais on peut dire à première vue, quand on aborde la question de l'emploi dans les transports, on pense à ceux qui conduisent les trains et les camions, si on parle de marchandises notamment, et on a en première impression l'idée qu'il y a beaucoup d'emplois dans le transport routier, assez peu dans le transport ferroviaire, simplement en faisant les proportions entre conducteur et taille du véhicule. En réalité, les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. Il y a évidemment toutes les filières derrière les routiers comme derrière les cheminots qui sont à prendre en compte. Et quand on parle de faire du report modal vers le fret ferroviaire, en fait, on parle aussi de développer des chaînes logistiques dont les aboutissements sont sur le territoire français. Et très souvent, ce n'est pas le train qui livre les marchandises jusqu'à leur destination, il faut encore un relais routier derrière. Et ce relais routier, sur des distances assez courtes, il serait de nature locale, il serait basé en France, tandis qu'aujourd'hui, les marchandises qui viennent parfois jusqu'au pied de leur destination sont en provenance de pays étrangers ou font du transit sur le territoire. Ce ne sont pas du tout des emplois générés sur le territoire français. Donc cette distinction-là est à faire plutôt en faveur d'un report modal générateur d'emplois.
Le dernier point qu'on peut avoir en tête sur ça, et ça rejoint le discours qu'on avait au début sur les pollutions environnementales et leurs coûts, c'est que quand on regarde de nouveau à l'échelle du continent européen la réduction progressive des impacts sur l'environnement depuis 20 ans, et notamment les grands progrès en matière de pollution de l'air qui sont notables, même si ça reste un problème important, c'est un problème sur lequel on a fait des progrès. Les économistes qui mettent des chiffres sur les coûts de cette pollution de l'air nous disent que finalement, environ 15% de la croissance annuelle moyenne de l'économie européenne sur les 20 dernières années serait attribuable à la réduction de la pollution atmosphérique. C'est-à-dire les maladies évitées, les coûts de santé évités, la productivité gagnée, les rendements agricoles, tout ça est documenté, pour lequel on peut mettre une valeur économique et se rendre compte que c'est finalement une énorme contribution à la croissance, à la prospérité du continent. Peut-être d'ailleurs plus fortement dans certains pays que dans d'autres, puisque là on parle à l'échelle de l'Europe et les situations en matière de pollution atmosphérique sont très différentes d'un pays à l'autre. Mais néanmoins, cet effet-là de prospérité générale, ce qui en analyse économique sont les effets induits et même très induits puisqu'on est via la courroie de l'environnement, eux sont générateurs de très forts gisements d'emplois qui ne sont pas du tout dans le secteur des transports, mais qui sont liés à la prospérité générale. Donc, on encourage à ce que dans la vision de ce qu'on essaie de faire sur ce secteur, au titre de l'emploi, on ait évidemment au premier rang les transporteurs eux-mêmes, au deuxième rang toutes les filières derrière eux, mais au fond, et peut-être pour beaucoup plus d'emplois, l'effet sur la prospérité d'ensemble du continent. Merci Adrien. Alors, on devait initialement rendre l'antenne à 15h55, mais je n'ai pas de retour des intervenants pour l'instant, donc je pense qu'on peut continuer un petit peu la discussion. J'ai vu, monsieur le député, que vous aviez levé la main dans le chat. Je vous laisse la parole. Oui, moi, ce que je voulais dire, en lien entendu avec les intervenants précédents, c'est que la stratégie nationale de relocalisation industrielle française, elle passe par le rail. Ça, je l'affirme et je me battrai tant que je serai député pour porter cette ambition. J'en suis convaincu parce que on a un peu plus de 40% du réseau ferré qui n'est pas électrifié. Et lorsque l'on électrifie une ligne, c'est de l'emploi français. Lorsque on décide de régénérer, on a aujourd'hui 3500 locomotives, locotracteurs et motrices diesel qui circulent encore sur le territoire. Ça, c'est un enjeu essentiel pour notre industrie française et donc par conséquent pour de l'emploi. Et donc le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que investir dans le rail, investir dans le train, c'est participer à la relocalisation de notre industrie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne me dit toujours pas d'ordre. Ah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous pour votre participation à cette table ronde et votre apport d'expertise sur les enjeux ferroviaires et en particulier sur ce qui nous questionne tous aujourd'hui, qui est le plan de relance. Alors, je note qu'il y a encore beaucoup de choses à préciser dans ce plan de relance et qu'on en saura plus dans les prochaines semaines. Et je laisse la place à la table ronde suivante qui portera donc sur l'intégration des citoyens à la réflexion et à l'action politique. Merci à vous.